On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une offre très spéciale de la part de la SPEC pour planifier vos spectacles dans l'avenir. Mais d'abord, on vous parle de golf, d'avenir et du secteur bergère et des échevins. L'un des enjeux des dernières années, c'est tout ce questionnement à l'égard de l'avenir des golfs, principalement à Saint-Luc, avec le golf de la Mairie, le golf des légendes, le secteur bergère des échevins. Évidemment, c'était un enjeu électoral, certes. Bon, le nouveau conseil a décidé d'aller peut-être dans un projet de plan particulier d'urbanisme, un PPU, a fait un sondage au cours de l'été, dont les résultats ont été voilés le 1er décembre dernier. Je voulais avoir un peu différents points de vue sur cette question-là. La semaine dernière, on a fait une entrevue avec la directrice des communications de la Ville, Brigitte Serra, qui nous a un peu expliqué le cheminement et les résultats en soi. Mais je voulais avoir aussi l'opinion de citoyens avisés. C'est le cas de Marie Tremblay, qui, oui, était candidate aux dernières élections, mais a été aussi dans le passé présidente du mouvement écologique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Que disent ces résultats et quelles sont vos premières réactions? La première réaction, en fait, c'est pas une surprise. Donc, ça vient confirmer, en fait, ce que les citoyens, ce que la mobilisation citoyenne dit depuis de nombreuses années, que les gens sont préoccupés par l'enjeu des milieux naturels. La protection des golfs en fait partie, entre autres parce qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, on n'a pas suffisamment d'espace vert. On n'a pas de grands parcs pour, comme nos villes voisines, que ce soit Longueuil, Montréal, Granby. Toutes ces villes-là ont un couvert forestier beaucoup plus vaste que Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est un besoin qui est identifié depuis de nombreuses années. C'est un manque à combler qui est évident, qui a été nommé de façon récurrente par les citoyens, que ce soit en séance du Conseil, que ce soit lors de toutes les consultations publiques pour le PC1, PC2, que ce soit aussi par lettre ouverte dans le Canada français. Donc, c'est vraiment un enjeu qui est répété, martelé, qui tient à cœur à de nombreux citoyens, que ce soit aussi les organismes, les riverains des milieux naturels ou que ce soit la population en général. C'est vraiment quelque chose qui est un enjeu important. Puis ça avait été démontré par la démarche de développement durable qui avait été menée. Quand je regarde les résultats du sondage, en tout cas, moi, je les ai résumés de la façon suivante, puis vous me direz si je suis correct dans mon approche. Je comprends que les gens, majoritairement, veulent une passerelle entre les deux Saint-Luc. Oui. Bon. Les gens souhaiteraient avoir un parc nature. Je pense que ça aussi, c'est assez clair. Les gens ne sont pas contre la densification, mais visiblement, ils ne voient pas ça à cet endroit-là précisément. Les gens souhaiteraient aussi, dans le futur, être consultés, entre autres, via référendum. C'est ce que je comprends aussi. Des résultats, entre autres, là, en partie. Mais en gros, ça vient de beaucoup limiter le potentiel de développement de ce secteur-là. Puis je reviens encore une fois à ça. Il n'y a pas de projet comme tel de la part des promoteurs. Il n'y a pas de projet précis non plus de la part de la Ville. Donc, on est toujours à peu près dans le même statu quo. Effectivement, il n'y a pas de projet qui a été présenté dernièrement, parce que par le passé, il y a quand même eu des esquisses qui ont été vues. En ce moment, de poursuivre les consultations, d'aller voir, d'aller dépenser de l'argent public pour faire un référendum, ça apparaît un peu comme une hérésie, à mon sens, parce qu'on est en pleine COP 15, donc la conférence des parties des Nations unies, dont l'enjeu, c'est la biodiversité. On a le rapport du GIEC, des spécialistes, en fait, les experts, le groupe des experts en environnement qui ont dit qu'on avait 3 ans pour agir. Ça fait déjà 1 an que ça a été dit. Donc, il reste très peu de temps pour intervenir sur nos milieux pour la résilience climatique. Donc, de poursuivre à dépenser de l'argent public pour aller dans la voie du référendum, alors qu'il y a eu par le passé une pétition de 5600 noms, une consultation publique sur le développement durable, des consultations publiques sur le PC1, PC2, des manifestations pour le Bois Douglas par le passé, manifestations à l'Hôtel de Ville le 23 août dernier pour la protection des golfs. Encore une fois, par la participation qui a été la 2e plus grande participation à un sondage ou une consultation, une démarche de consultation de la Ville pour dire que non, on n'en veut pas de développement dans cette zone-là ou dans tous nos boisés, parce que les gens se sont quand même
pour avoir été en contact avec plusieurs personnes qui ont répondu, les gens se sont prononcés, oui, envers ce projet-là, cette idée de PPU-là, mais ils se sont aussi prononcés par rapport à une vision de... C'est un besoin qui est criant à travers notre ville. On a les îlots de chaleur, on n'a pas de milieu où aller marcher. Notre parc des Parulines est hautement fréquenté. C'est un 26 hectares, ce qui est très petit. On fait le tour assez vite. On n'a pas de moyen de s'y rendre en transport en commun, transport actif. On a agrandi le stationnement. Le stationnement s'est agrandi où? Dans le milieu naturel. À un moment donné, ça devient un peu ridicule. Donc, il faut quand même concevoir que c'est une opportunité, cet espace-là, puis que de dépenser davantage d'argent public, alors que le constat était facile à faire avant même d'entamer ce sondage-là. Si on est moindrement à l'écoute de la population, on le savait déjà, le résultat. C'est pas une surprise du tout. Donc, un conseiller sortant, par exemple, qui est là depuis 17 ans, devait savoir que le résultat serait celui-là. Quand on parle d'argent public, parce que ça, c'est l'autre question, les gens disent, oui, on veut un parc nature. Et oui, je pense qu'il serait souhaitable qu'une région comme la nôtre en ait un, puis oui, probablement plus grand que celui des Parulines, qui est magnifique, ceci dit, qui est près de chez moi, qu'on utilise et qu'on trouve tout à fait génial. Mais je regardais dans les dernières semaines, j'ai reçu tour à tour les conseillers municipaux, puis je prends deux exemples rapides. Jérémy Meunier, dans le nord de Saint-Athanas, qui dit, moi, je ne suis pas contre un parc nature, mais mes citoyens n'ont pas d'eau potable. Ou Sébastien Godette, dans Saint-Edmond-Saint-Lucien, qui dit, je ne suis pas contre un parc nature, mais mes citoyens ont de l'eau dans leur sous-sol. Là où j'arrive, c'est de dire, oui, on veut un parc nature, mais à quel prix? Et qui va payer? Et nous, comme ville, comme payeurs de taxes, avons-nous la capacité financière d'acheter ce terrain-là? Et si oui, à quel prix? En ce moment, je vais vous réitérer ce qui est dit depuis de nombreuses années ou ce qui se fait à Montréal. Tant qu'on ne désonde pas, ça ne nous coûte rien. Donc, le RCI qui a été adopté dans le CMM, qui a été mis là comme une mesure temporaire qui permet d'acheter du temps pour, entre autres, recevoir une mise à jour de la loi sur l'expropriation ou du financement et des outils de la part du gouvernement du Québec, c'est une position qui se veut réfléchie. En ce moment, Saint-Jean-sur-Richelieu, ce qu'on fait, c'est qu'on court vers les promoteurs pour leur dire qu'on est avec eux. On n'est pas avec les citoyens dans l'intérêt collectif parce qu'en fait, on n'a pas d'urgence à développer ces terrains-là. Si, par exemple, on prend le sujet de le logement abordable, la crise du logement, le manque de logement à Saint-Jean-sur-Richelieu, parce qu'effectivement, ça aussi, c'est un enjeu. On a très peu, le taux d'inoccupation, il est faible. C'est pas en développant le golfe que ça va se régler. Faire un plan d'urbanisme pour ce secteur-là, ça demande des dézonages, ça demande de la décontamination, ça demande toutes sortes de procédures, d'étapes qui vont prendre plusieurs années. En urbanisme, c'est long. Si on veut régler une crise, il faut agir sur ce qu'on a déjà une prise. Donc, la séance de consultation, c'est un processus. Le dézonage, c'est un autre processus. Recevoir les plans, c'est un autre processus. Puis la construction, la mise en chantier, c'est un autre délai. Donc, ça fait aucun sens. C'est pas la solution d'aller vers ces terrains-là. Bon. Mais le statu quo fait en sorte que ce terrain-là demeure de propriété privée. Oui. Vous-même, c'est un peu pour ça que je vous invitais, parce que je regardais une publication que vous avez faite pour dire, bien, regardez ce qui est en train de se passer. Oui. Bon, les gens, avec le temps, s'étaient habitués d'aller se promener Oui. là, surtout l'hiver, ski de fond, etc. Et Oui. là, bon, le propriétaire a commencé à installer, je pense, des petites affiches petites affichettes, pour indiquer aux gens que c'est une propriété privée. Donc, le statu quo, oui, mais le statu quo fait en sorte que si on regarde ça froidement, c'est un terrain privé où, en principe, on n'a pas le droit de mettre les pieds dessus. Oui, tout à fait. Le propriétaire est dans son droit. Oui. C'est sûr que les gens vont être surpris s'il se met à appliquer, en fait, sur le terrain, la non-fréquentation, s'il avise les gens que c'est à lui qui ne veut pas les voir cet hiver. Donc, effectivement, le promoteur, le propriétaire, essaie d'avoir une prise, d'avoir un levier pour que la ville accélère son processus. Mais le promoteur, il n'est pas sans savoir, lui aussi, que la loi de l'expropriation peut aboutir plus rapidement que prévu ou que c'est plus juste des oui-dire, que ça s'en vient. La CMM, le président de la CMM, la demande, commence à l'annoncer qu'il y a des pourparlers. Donc, si ça atterrissait vite, il sait qu'il est perdant. Donc, effectivement, il y a une course contre la montre pour lui aussi. Donc, ça explique potentiellement, probablement, pourquoi est-ce qu'il fait ça. Parce que si... c'est un jeu psychologique à un moment donné. Si les citoyens craignent
que la ville puisse rien faire, ils vont être prêts à être perdants. C'est la pire solution de rechange. Tandis qu'en négociation, en fin de compte, c'est que tu as toujours ta solution optimale, par exemple, d'avoir un grand parc régional connecté par une passerelle de part et d'autre de l'autoroute, qui serait vraiment un symbole fort pour la région au niveau récréotouristique, par exemple, mais qui peut avoir un coût puis qui peut prendre des années. Ouais. Par contre, les gens peuvent se dire, dans l'immédiat, j'ai peur de perdre mon loisir hivernal, donc mettre de la pression pour que ça se règle au plus vite. Mais en négociation, le temps, ça peut jouer contre nous, puis ça peut jouer en notre faveur aussi. Mais ce sondage-là, en quelque part, ça ne devient pas un élément de négociation parce qu'on regarde l'état des choses, on regarde la dernière campagne électorale, puis pour avoir parlé avec beaucoup de conseillers du Conseil actuel, ils le disent eux-mêmes dans des discussions ouvertes, qu'il n'y a pas d'unanimité, même, je pense, à l'entour des 13 élus de la Ville en ce moment sur ce dossier-là. Donc, avec les résultats de ce sondage-là, ça ne devient pas un levier de négociation pour dire aux propriétaires, bon, visiblement, il n'y aura pas un gros développement. Certains, peut-être, iraient jusqu'à dire peut-être un 20 qui serait peut-être moins dérangeant. Est-ce que ça jouerait dans la balance dans le but que la Ville réussisse à en faire l'acquisition à un prix raisonnable pour en faire un parc nature? Est-ce que c'est pas ça la voie de la solution ou la voie de la négociation? Je ne sais pas si c'est un argument de négociation, mais ce serait un argument pour ne pas perdre la face pour les élus en place. Parce que, d'une certaine façon, aux résultats qui sont démontrés, qui sont, de par la firme engagée, représentatifs, c'est certain qu'ils peuvent s'en sortir en jouant la carte de « nos citoyens ont été clairs, on ne va pas plus loin, on a compris le message », puis couplé à ça l'argument des changements climatiques, de la résilience, du manque de milieu vert, tout ce que j'ai énoncé, c'est dire aux promoteurs, ils ont la porte de sortie parfaite. C'est dire aux promoteurs, regardez les résultats. On peut pas aller là. Donc, là, c'est ou bien on entame une négociation de gré à gré, ou comme vous dites, ultimement, il pourrait toujours y avoir un processus d'expropriation. Oui. Parce que le propriétaire actuel, s'il veut faire du développement, il peut vendre à quelqu'un d'autre qui voudrait exploiter un golf. Oui. Mais en terminant, l'autre question que je me posais, parce que, bon, le zonage actuel, c'est un zonage récréatif. Donc, oui, il y a un terrain de golf. Mais si ce n'est pas un terrain de golf, ça pourrait être autre chose aussi dans le récréatif. Dans la liste, il n'y a pas tant de choix. Non. Il n'y a pas tant de choix actuellement. Un camping, je ne sais pas, encore là, ça prend des golf, efforts, mini-pot, c'est quand même très restrictif actuellement. Donc, les citoyens n'ont pas à être inquiets de ça. Puis, dans l'immédiat, c'est peut-être l'accès pour cet hiver, pour la raquette, le ski de fond, la marche avec les chiens. C'est vraiment ça. Mais ça peut donner lieu à quelque chose d'intéressant. À Candiac, ils sont en voie pour parler. Justement, eux, il y avait les clôtures. Donc, il y a peut-être quelque chose qui peut émaner de ça, qui finalement, le propriétaire va se tirer dans le pied. Marie Tremblay, merci beaucoup. Déjà. Merci. Ça passe vite. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur YouTube. Bien, bien sûr. Ne manquez pas ça. Parlons spectacle, parlons de 2023 et parlons aussi probablement de quelques offres spéciales. On est dans le temps des fêtes et parfois on ne sait pas trop quoi donner aux gens. Oui, des fois on achète des cartes cadeaux, on donne des sous, mais on peut donner aussi des billets de spectacle. Ça peut être une belle idée d'offre cadeau. Bref, on en discute avec Isabelle Laramée de la SPEC du Haut-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Salut, Eric. Est-ce qu'il y a des offres spéciales en ce moment à la SPEC? Ben oui, on va la plugger tout de suite. Donc, jusqu'au 24 décembre, vous achetez 3 spectacles différents et vous obtenez le 4e gratuit. C'est notre promotion annuelle qui revient d'année en année, qui est très populaire, soit dit en passant chez nous, parce qu'elle englobe vraiment l'ensemble de l'offre des spectacles à la fois du Théâtre des Deux Rives, du Cabaret Théâtre,
du Vieux-Saint-Jean et du pôle culturel de Chambly, présenté par l'ASPEC. Fait que c'est sûr que présentement, on a environ 140 spectacles en vente. Donc, vous en achetez 3, vous avez le 4e gratuit. C'est quand même très prisé là, de la part de notre public parce qu'il faut comprendre qu'à l'ASPEC, on n'a pas d'abonnement comme tel pour les séries en humour, en chanson. On a plutôt un abonnement au mois de mai là, qui est pour les séries de théâtre, danse, musique de concert. Et puis, bien, à ce moment-là, le spécial des fêtes fait vraiment office d'abonnement, le multisérie pour la majorité des gens. Il y a beaucoup de notre public qui achètent vraiment dans le temps des fêtes. Puis, ils en donnent, ils s'en gardent, puis en même temps, ça fait des saisons bien remplies. Bon. Quelle est la mécanique d'achat sur la billetterie? Autrement dit, comment le système fait pour savoir que j'achète 3 spectacles et qu'on me donne le 4e gratuitement? Ça se fait comment, ça? Bien, c'est des paniers intelligents. OK. Donc, c'est sûr que, bon, vous pouvez toujours appeler à la billetterie, 450-358-3949, mais sinon, en ligne, donc, c'est le spec.qc.ca/Noël. Vous allez, ou vous pouvez également passer là, par le site régulier de la SPEC. Puis, aussitôt que vous mettez, au fur et à mesure que vous mettez les spectacles dans votre panier, bien, c'est sûr que rendu... Au 4e. Quand vous avez 4 spectacles dans votre panier, le moins cher devient gratuit. Donc, c'est une mécanique qui se fait automatiquement. Il n'y a aucune autre manipulation à faire. Parce que les spectacles, évidemment, c'est quelque chose qui se prévoit à l'avance. De toute façon, quand on veut voir tel ou tel artiste, Oui. là, c'est pas toujours dans 2 semaines à venir. C'est souvent dans plusieurs mois à l'avenir. Oui. Bon, là, il y a eu le phénomène de la COVID, on le sait, parce qu'il y a eu beaucoup de spectacles d'annulés et surtout reportés. Même, je regardais moi-même cet automne. J'ai vu quelques spectacles que j'avais achetés il y a 1 an ou 2 à l'avant. Je me rappelais même plus, dans certains cas, je pense le cas de Claude Dubois, là, qui a été reporté à peu près 5 fois. Oui, Claude J'étais Dubois, il y a eu moi-même la mélangé. maladie Puis en au plus, il était départ. malade avant la Après ça, il y a eu la COVID. Bon. COVID. Ils ont été très patients. Tout le monde était présent, d'ailleurs. C'est un spectacle bien attendu. Est-ce qu'il y a encore des spectacles à l'affiche en ce moment ou à venir qui sont des Oui. spectacles reportés? Non. Après les fêtes, là, C'est fini, ça. oui, on va avoir passé. Il en restait quelques-uns cet automne, mais là, vraiment, là, tout ce qui est au calendrier, là, c'est vraiment des spectacles qui sont soit des nouvelles mises en vente lors de la reprise des activités. Il faut comprendre aussi qu'il y a vraiment une grande offre parce que pendant la pandémie, beaucoup d'artistes en ont profité pour créer. Donc là, présentement, dans les derniers mois, on a mis en vente énormément de nouveaux spectacles. On vient d'en remettre encore en vente cette semaine. C'est quand même des belles productions. Là. Je pense au British Show, là, qui est vraiment une grosse revue musicale. Donc là, on a vraiment une offre qui, on se rappelle pendant la COVID, c'était des spectacles plus intimes. Là, on est vraiment, là, on a une offre de spectacles à grand déploiement, même en théâtre, en danse. On a vraiment des productions là, qui arrivent avec beaucoup plus d'ampleur que pendant la pandémie. Puis une offre vraiment qui s'est renouvelée. Bon, il y a souvent aussi 2 façons d'acheter des spectacles. Il y a la façon suivante, c'est-à-dire on entend parler d'eux ou on veut voir tel artiste, on le cherche, on l'achète. Ou des fois, un peu comme ce que nous, on a fait dans l'entre-COVID, parce que, bon, il y a eu la première vague, puis après ça, on pensait que tout ça allait rouvrir. Là, on s'est lancé, je pense qu'on a acheté 9. On était plein d'espoir. Durant une soirée, on en a acheté 9 là, pour 1 an et demi. Bon, il y en a eu quelques-uns là-dedans qui ont été annulés ou reportés. Mais c'est un peu comme ça, puis c'est probablement moi-même ce que je vais faire dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Je vais regarder ce qui s'en vient dans la prochaine année, puis là, un soir, tranquille, je vais en booker plusieurs d'un coup. Là. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la meilleure façon de faire, disons, de planifier notre calendrier Je te à dirais l'avance? oui et non, parce que à l'ASPEC, on en met toujours en vente. Oui. Fait que c'est sûr que, il faut s'attendre qu'au mois d'ici, entre le mois de janvier et le prochain mois de novembre, il va y avoir beaucoup... Des ajouts. Oui, énormément. Mais, là-dedans, c'est sûr qu'il va y avoir des supplémentaires. Moi, je te dirais que le spectacle, que le spécial des fêtes, c'est un bon moment pour justement se faire une base de calendrier, puis de toujours rester à l'affût des nouvelles mises en vente qui vont arriver. Puis, bon, ça s'encasse très bien. C'est sûr que depuis la pandémie, la méthode de consommation des spectacles a changé un peu. On a passé avec beaucoup de prévisibilité. Le mot est compliqué. Donc, surtout quand on pense au spectacle des humoristes là, qui étaient achetés 2 ans d'avance. Et là, quand on est repris, quand on était un retour en salle, la période d'achat était quand même assez courte. Il y en a qui, là, ont repris.
Là, on a des spectacles là, qu'on a sortis, nouvelles mises en vente jusqu'en 2024. Là. On est rendu dans les mises en vente de 2024. Donc, la prévisibilité revient, mais il y a quand même une période là, de... Il y a toujours des billets de disponibles majoritairement. Donc, c'est sûr que les gens ont gardé cette petite spontanéité-là, qui n'est pas mauvaise non plus. Comment va la vente de billets depuis là, la dernière reprise? Parce que je me rappelle, quand on était au cœur de la pandémie, on a fait des spectacles même en mode vidéo, que les gens pouvaient consommer de la maison. On a eu un mode hybride. Après ça, je me rappelle, j'avais eu une entrevue Guy Boulanger de l'Aspect, votre directeur général, qui nous disait « J'ai hâte de voir, après la pandémie, si les habitudes de revenir en salle vont vraiment revenir ou s'il n'y aura pas encore une petite crainte. » Puis on voit d'ailleurs les gens qui reportent le masque de façon périodique. Comment va la vente de billets en ce moment, en général? Je te dirais que ça va bien. Oui et non. Je t'explique. Présentement, notre campagne des fêtes, on est vraiment au retour des ventes là, de 2019, avant pandémie, vraiment là, au niveau du volume de vente. En ce moment, là, pour l'offre. Oui, absolument. Puis, je te dirais même depuis le mois de juillet, là, on a vraiment repris le train comme avant, puis ça va très, très bien. Par contre, du côté de ce que les gens achètent, les produits artistiques comme tels, il y a certaines fluctuations. Les gens, on dirait qu'ils ont peut-être moins envie ou ils ont perdu l'habitude de prendre des risques. Les valeurs sûres, autant en humour, en chanson, on pense à des Sam Breton, des Christine Morancy. C'est des spectacles qui on ajoute supplémentaire par-dessus supplémentaire. Par contre, il faut dire aussi que les séries découvertes comme les Jeux du show, le ciné-club qui ont un public assez récurrent, qui viennent de semaine en semaine, a vraiment repris son air d'aller. Le public est au rendez-vous. Là où c'est peut-être un petit peu plus compliqué, c'est les séries qui ont été mises en vente au mois de mai. Donc, on parle des séries sur abonnement, le théâtre, concert, danse. Des séries où il y a peut-être une prise de risque un peu plus grande parce qu'on ne connaît pas nécessairement ce qu'on va voir. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on est à encourager les gens à prendre des risques. En fait, on perd... on va... Comme ils faisaient avant. Absolument. Absolument. Les gens se disaient, bon, je ne sais pas, dans 2 semaines, on a une soirée de libre. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a à l'affiche? Ah, je connais pas trop ça, mais je vais y aller quand même. On va l'essayer. C'est ça. Ouais. Cette ouverture d'esprit, on dirait que là, les gens ont tellement eu besoin de consommer, ont été vers des valeurs sûres. Là, on les invite à prendre des risques parce qu'il y a vraiment des belles productions artistiques recherchées avec des artistes qui ont vraiment créé des belles choses. Puis, ça serait bien que le public soit au rendez-vous comme avant la pandémie. Parce qu'en même temps, les gens ont besoin de divertissement. Bon, on comprend le phénomène de l'inflation. Les gens doivent faire des choix dans ce qu'ils dépensent, mais en même temps, les gens ont besoin aussi de culture et de divertissement. Mais encore là, est-ce que c'est Comme on dit, on est dans l'après-COVID, c'est un retour à la normale, mais qui n'est pas encore vraiment à la normale. Mais tu sais, c'est une mécanique au niveau du divertissement... que le consommateur aille vers des valeurs sûres, c'est quelque chose qui est récurrent dans l'histoire des arts. Là, on pense à la dernière récession, les majors à Los Angeles, ce qu'ils ont fait au sortir de la dernière récession, ça a été des suites, des séries, puis des remakes. Pourquoi? Parce que, justement, l'argent, les gens accordent peut-être une valeur un peu plus particulière à l'argent qu'ils ont, à la manière qu'ils la dépensent. Donc, c'est sûr que la prise de risque est un petit peu moins... facile, disons. Mais on vous assure, il y a vraiment des belles choses, des belles découvertes à faire. Quels sont les principaux faits saillants là, de janvier à juin? Là? Si on regarde ça là, à vol d'oiseau, là, les prochains mois à venir, là, si on avait des spectacles à acheter, là... Oh mon Dieu! Bien, comme j'ai dit, il y en a vraiment beaucoup. Là, on s'en va vers vraiment dans des grosses productions. Je pense, on a au Cabaret Théâtre, on a les Louanges qui vont venir. Ça, si vous avez un beau cadeau là, à acheter à vos jeunes, 20 ans, ou vraiment une personne qui aime la musique, là, je pense que là, on est vraiment dans le courant très actuel. Je pense, au niveau du théâtre,
On a Le Vrai Monde avec Michel Charette qui va être une très belle production. Il y a le Gas Bar Blues aussi avec Martin Drainville. Et on a Hedwig et Le Pouce en Furie, qui est un théâtre musical à grand déploiement avec Benoît Méguénis. Si je pense à la danse, on a PPS Danse, qui est une compagnie qu'on reçoit là, souvent, là, qui a de la musique live sur scène avec de la danse. Et là, on s'arrête avec tous les grands succès là, depuis 1960. Fait que c'est des perles, en fait, ça s'appelle comme ça aussi. C'est toutes les perles de la musique québécoise. Ça va être magnifique. On a Michel Fugain qui vient. Oui, c'est vrai. Ouais. On parle d'une grande légende qui va venir au Théâtre des Deux-Rives. On a... c'est sûr qu'en humour, mais on les a pas mal tout. Hein. Ouais. Puis là, en même temps aussi, il y a 3 salles maintenant. Il faut quand même le rappeler. Absolument. Bon, il y a toujours le Théâtre des Deux-Rives et le Cabaret Théâtre, le Centre culturel. Oui. Mais il y a l'ajout de Chambly. Absolument. À Chambly, on parle à Émile Procloutier. On pense à Émile Procloutier qui va venir en février présenter son spectacle à main nue, qui est un bijou, là aussi. C'est sûr qu'il y a toujours... il y a 140 représentations présentement. Là-dedans aussi, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais il y a le volet scolaire. Le volet scolaire est de retour. Là, on est vraiment très, très contents. Vraiment, les élèves vont venir au théâtre en même nombre qu'en 2019. Donc, on parle, cette année, là, on reçoit au Théâtre des Deux-Rives et au Pôle culturel de Chambly pas moins de 30 000 élèves. 30 000? C'est énorme. Wow! C'est énorme. Fait que vraiment, je pense que ça témoigne justement d'un désir de retour, puis en salle. Donc, on vous le rappelle, offre, c'est jusqu'au 24 décembre? 24 décembre, 23h59. Donc, si vous achetez 4 spectacles, en fait, si vous en achetez 3, le 4e est gratuit, spec.qc.ca. Bien, merci beaucoup, Eric. Merci. Je te souhaite joyeuse fête. Toi aussi. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur YouTube. Bien, bien sûr. Ne manquez pas ça. Petit rappel, puisque ce dimanche, 18 décembre, ça serait la prise 2 du défilé du Père Noël organisé conjointement par le Canada français et la Chambre de commerce. Donc, c'est toujours le même canevas avec le Vieux-Saint-Jean, le Vieux-Iberville et les fermetures de rue. À demain. Bye-bye.